Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. La Voix du barreau. Vos droits à la portée de tous avec des avocats, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Et oui, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le premier lundi du mois. Il est 13h01 tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac pour ce rendez-vous mensuel que nous avons mis en place avec l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry pour parler de vos droits au quotidien, pour parler de problèmes de droit, vous donner des conseils, vous donner une petite leçon de droit, mais tout à fait accessible à tous. Merci encore au bâtonnier Daniel Cataldi pour son engagement aux côtés de Radio Grand Lac. Et merci à tous les avocats qui participent à cette émission mensuelle. C'est déjà la 3e. On a commencé en janvier et on va continuer encore longtemps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu difficile, mais un sujet qui, hélas, existe et se voit de plus en plus. On va parler des violences intrafamiliales, qu'elles soient conjugales ou familiales. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir une ancienne élève de la faculté de droit de Jacob Belcombette, que j'ai bien connue aussi et dont je garde un excellent souvenir, et qui maintenant est avocate à Chambéry depuis 2005, je crois, mais elle va se présenter. C'est maître Sandrine Pavet. Bonjour Sandrine, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien, je vous remercie. Ça va très bien, Sandrine ? Oui. Bon, vous me disiez tout à l'heure off que vous étiez un peu plus stressée que quand vous avez la robe. Ah oui, tout à fait. C'est vrai ? Ah oui, je suis beaucoup plus à l'aise quand j'ai ma robe donc, quand je l'ai pas. Je vous ai demandé de mettre la robe, mais vous n'avez pas le droit de la mettre hors des salles d'audience. D'accord. Sandrine, donc vous êtes avocate, vous allez nous parler d'un problème de droit de la famille, mais vous n'êtes pas spécialisée en droit de la famille. Présentez-vous un petit peu en quelques mots en introduction de cette émission. Alors, moi je suis avocat depuis 2005. J'interviens essentiellement en matière familiale. Mais c'est vrai que je n'ai pas la spécialité, donc je ne peux pas dire que je suis spécialiste en droit de la famille. Mais j'interviens quasiment toujours en droit de la famille, tout ce qui touche à la personne, aux mineurs. Oui. Et c'est vrai que les violences intrafamiliales, ça fait partie de notre quotidien. Alors, on va voir que ça touche les mineurs, que ça touche aussi les majeurs, bien sûr. Donc, et vous me disiez qu'il y en a de plus en plus de cas de violence intrafamiliale. Oui, malheureusement, c'est vrai que quand j'ai commencé, moi, mon activité en 2005, on gérait des séparations qui étaient plus ou moins conflictuelles, mais on n'avait pas forcément cette omniprésence des violences qui venaient polluer la séparation. Aujourd'hui, ces violences intrafamiliales sont quasiment toujours présentes à des degrés plus ou moins divers dans les séparations que nous devons gérer, et ce qui rend aussi très difficile l'après-séparation quand les gens ont été victimes de violences ou que les enfants ont été victimes de violences, on gère aussi l'après-séparation. Alors certainement qu'il y a 20 ans, ces violences, elles existaient déjà, qu'elles étaient passées sous silence. Oui. Mais peut-être aussi que malheureusement, ce qui se passe au sein de nos familles évolue et pas forcément dans le bon sens. D'accord. Donc, on va parler de violence entre conjoints, qu'ils soient mariés, qu'ils soient pacsés, qu'ils soient concubins. Le concubinage notoire fait partie du droit aussi. Après la séparation, il peut encore y avoir des violences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient mentales, avec les anciens conjoints, et puis également les violences par rapport aux enfants, comme vous l'avez dit. Eh ben, écoutez, je vous laisse la parole et puis je vous poserai des questions au cours de votre exposé. On y va. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ces violences intrafamiliales, chère maître Sandrine Pavet ? Je vous remercie. Les violences intrafamiliales, donc comme vous l'avez tout à fait très bien résumé, ça regroupe les violences conjugales, celles dont on parle le plus souvent, c'est-à-dire celles entre un couple, entre personnes d'un même couple au sens large, pacsé, concubin. Peu importe le sexe, tout à fait. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Bien sûr. Et puis celles qui sont commises aussi sur les enfants, c'est pour ça que c'est intrafamilial. Sur des enfants au sein d'une famille, par un membre de la famille. C'est ce qui caractérise donc les violences intrafamiliales. Il faut savoir que les violences intrafamiliales, elles touchent toutes les classes de la société. Ça intervient à tous les âges. Ce
qui est assez surprenant d'ailleurs. Et puis aussi que les femmes peuvent aussi être auteurs de violences sur leurs enfants ou sur leurs conjoints. On en parle beaucoup moins, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes bien sûr, mais en tout cas dans le cadre des violences conjugales, il y a beaucoup plus de féminicides bien sûr que d'hommes qui décèdent des coups de leur conjoint, mais il y a aussi des femmes qui sont auteurs de violences sur leurs enfants plus souvent que sur leur mari. La période du confinement, à mon sens, c'était une période particulière. Il y a 5 ans, il a commencé le 17 mars. Donc voilà, on commençait à en parler il y a 5 ans. Mais non, ils vont pas nous faire ça, Hein. Oui, et ben si, ils l'ont fait. Et c'est vrai que nous, on a très vite vu, les violences sortir un petit peu se multiplier du silence, tout à fait, effectivement on vivait ensemble et c'était il fallait se gérer et arriver à vivre ensemble alors qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre ensemble au sein d'une même famille. Et c'est vrai que je pense que la façon de gérer ou il y a eu un tournant en fait dans la gestion des D'accord. Alors, est-ce que cette période du confinement qui a connu donc un peu une multiplication ou plutôt une mise en lumière de ces violences qui existaient peut-être avant mais qui sont devenues plus fréquentes, est-ce que ça continue encore maintenant ou la situation a quand même tendance à se calmer depuis 2020 ou ces violences qui ont explosé en 2020 restent encore maintenant? Ah non, les violences, elles sont malheureusement en constante augmentation. Oui. Je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure, bien sûr. Non, il n'y a pas eu de ralentissement. Il y a eu une accélération, en tout cas des cas révélés de violences au sein des familles à partir de 2020, donc du Covid. Mais depuis, ça n'a jamais cessé d'augmenter. D'accord, donc ça n'a jamais cessé d'augmenter. On rappelle, comme vous l'avez très bien dit, que les auteurs de violence peuvent être des hommes et peuvent être des femmes aussi. Et donc on rappelle cette période du confinement et les changements aussi dans la société où de toute façon on voit bien que l'être humain est de plus en plus violent. C'est tous les jours. Alors je voudrais pas parler de cette triste affaire où un jeune homme a perdu un jeu vidéo et n'a rien retrouvé de mieux que d'aller tuer une jeune innocente. Voilà. Donc ça fait quand même partie des évolutions. Hein. Ah bah oui, on voit l'évolution malheureusement de la violence. Alors certainement que les médias, ils sont pour quelque chose aussi. Bien sûr. On parle beaucoup plus des violences. Alors, le cas que vous citez n'est pas une violence intrafamiliale. Oui, voilà, tout à fait. On sort de l'intrafamilial, mais il y en a eu quand même, puisque bien sûr, la sœur et le frère ne se parlaient plus. Hein. Tout à fait, et ça n'avait pas apparemment suffisamment interpellé. Enfin, je crois qu'elle avait déposé plainte. Oui, tout à fait. Elle avait déposé une main courante. Une main courante, tout à fait, qui n'est pas une plainte. Alors, justement, il y a un petit aparté parce qu'on entend souvent dire tout n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre la main courante et le dépôt de plainte? Alors, quand on va déposer une main courante, on va faire acter un point, une situation. Par exemple, une victime de violence qui décide de partir avec ses enfants chez ses parents pour échapper à un moment de violence ou essayer de respirer un petit peu, elle va aller déposer une main courante pour indiquer je suis partie avec mes enfants à tel endroit. Et il n'y a pas de suite judiciaire. Il n'y a pas de suite. Voilà. C'est simplement que le jour où cette même personne déposera une plainte, on pourra éventuellement retrouver ces mains courantes. Une preuve supplémentaire. On peut, enfin, c'est pas une preuve, mais ça permet d'acter une situation à un moment donné. D'accord, ok. Et la plainte, c'est quand vous voulez dénoncer un fait dont vous avez été victime. Cette plainte, après, sera transmise au procureur de la République qui donnera suite ou pas. Une enquête. Ouais. Alors, on entend parfois dire qu'un dépôt de main courante ne sert à rien. Est-ce que... Alors, c'est pas que ça ne sert à rien. Parce que ça permet justement, comme je vous disais, d'acter une situation. Hein. Donc il faut quand même le faire. Dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, une mère qui veut fuir la violence et qui va se mettre au vert quelque temps chez ses parents, elle va aller déposer cette main courante en disant voilà, j'ai pas quitté le domicile conjugal, j'ai pas enlevé mes enfants. Voilà. Je suis passée à la gendarmerie, j'ai déposé une main courante. Si le papa vient justement déposer plainte parce que
il dit que je suis parti avec les enfants, la gendarmerie de quartier saura que je suis pas parti, justement, que j'ai pas enlevé mes enfants, mais que je suis juste parti me mettre à l'abri. D'accord. Ça permet d'acter les choses. C'est un témoignage qui est inscrit pour une information pour les prochaines enquêtes et les prochaines affaires s'il doit y en avoir. Tout à fait. D'accord. Alors, quelles sont, chère Sandrine Pavet, les évolutions les plus récentes et qui sont marquantes, et notamment sur notre territoire de Chambéry? Oui, je voulais vous parler des évolutions justement marquantes depuis Parlez bien dans le micro, Sandrine. Depuis l'évolution en fait du confinement et ce tournant qui a été, je trouve, marquant dans la gestion des vifs. Nous avons les vifs, donc on rappelle les violences intrafamiliales. Voilà. Pardon. Donc depuis 2023, tous les tribunaux de France et celui de Chambéry également sont dotés d'un pôle vif. Donc un pôle violence intrafamiliale avec des magistrats référents, des audiences spécifiques où sont jugées les violences intrafamiliales. Nous avons aussi la chance à la gendarmerie de Challes-les-Eaux d'avoir une maison de protection des familles. Il y en a une centaine, je crois, en France qui se sont développées. Donc c'est à Challes-les-Eaux, mais c'est pour tout le monde, ce n'est pas que pour la commune de Challes-les-Eaux. Du tout. C'est pour tout le territoire de la Savoie, enfin en tout cas sur le bassin chambérien. Au sein de la gendarmerie, donc avec des gendarmes spécialisés, il y a une salle spécifique qui est aménagée pour recueillir la parole des enfants victimes, dans laquelle se tiennent notamment les auditions Mélanie. Oui. On a aussi... Qui est cette Mélanie? Alors Mélanie, c'est la première enfant qui a bénéficié justement de ce système d'audition. L'audition Mélanie, en quelques mots, ce sont les victimes d'agressions sexuelles, les enfants mineurs d'agressions sexuelles qui sont reçus dans une pièce spécifique avec tout un cadre qui est destiné à mettre à l'aise les enfants. Et en fait, l'enfant est filmé pendant son audition, ce qui permet à l'enfant de ne pas avoir à répéter plusieurs fois ce qu'elle a déjà dit. Voilà, et c'est surtout de pouvoir interpréter aussi la gestuelle d'un enfant victime qui va parfois ne pas s'exprimer avec des mots, mais avec ses mains, avec son regard, qui va baisser la tête, qui va vous regarder de façon désespérée. Et vous avez quelqu'un derrière une vitre sans teint, en fait un gendarme spécialisé qui va lui retranscrire tout ce que l'enfant dit, mais aussi tout ce qu'il voit. Et c'est extrêmement important. Oui. Et dans ces pièces, vous avez plein de jouets qui sont là. Alors vous avez des maisons de poupées avec le papa, la maman, les enfants, une chambre à coucher, une salle de bain. Pour que l'enfant symbolise un peu et se sente aussi en... Vous avez des enfants qui ne veulent pas parler, mais qui par contre vont aller jouer et qui vont prendre une poupée et montrer ce qui leur est arrivé. Ce qui permet au gendarme qui prend l'audition d'établir un contact avec l'enfant et de lui poser des questions. Donc c'est cette pièce, on en a une à la gendarmerie de Challes-les-Eaux. À Challes-les-Eaux, d'accord. On a également, nous avons également sur Chambéry une unité de médecine légale au centre hospitalier de Chambéry. Et on a l'UAPED. L'UAPED, c'est l'unité d'accueil pédiatrique de l'enfant en danger. Donc c'est une unité où il y a un pédiatre qui va recevoir les enfants victimes de violences intrafamiliales notamment, qui va les examiner, qui va faire des constatations médicales permettant de déterminer l'ITT, qui va l'interruption de temporaire de travail, qui va permettre ensuite de caractériser l'infraction s'il y en a une. Et c'est vrai que l'infraction ou le délit? Oui, l'infraction c'est une contravention, un délit ou un crime. Oui, tout à fait. En fonction du nombre de jours d'ITT, c'est peut-être plus parler aux auditeurs, le nombre de jours d'ITT, on va déterminer si c'est une contravention, un délit ou un crime. Voilà, tout à fait. La classification des peines. Exactement. Ça rappelle des cours de droit. Tout à fait, tout à fait. Et du côté de l'ordre des avocats de Chambéry? Alors, l'ordre des avocats de Chambéry dispose depuis déjà de très nombreuses années d'une permanence téléphonique à destination des victimes d'infractions pénales uniquement. C'est SOS Avocats, dont font partie donc les victimes de vifs. Donc, si une femme ou un homme ou un enfant est victime de violence au sein de son foyer, il peut appeler sur ce téléphone et avoir des informations, par exemple, sur comment se constituer partie civile lors de l'audience, que dois-je faire, est-ce que je dois aller déposer plainte. Donc c'est vraiment sur l'aspect pénal
des violences intrafamiliales que ce SOS Avocat que ce SOS Avocat est destiné. Je me permets juste de redonner le numéro, Sandrine, puisque malheureusement il est encore très peu connu. Donc c'est le 06 73. Je le note aussi. 06 73 55 79 06. Donc c'est la permanence SOS Avocat et vous avez un avocat qui vous répond de façon volontaire. Ce sont uniquement des volontaires qui répondent à ce téléphone et qui aident donc les victimes d'infractions pénales. D'accord, Sandrine. L'Ordre des avocats organise aussi des permanences, des consultations gratuites au sein des maisons de la justice et du droit d'Aix-les-Bains et de Chambéry, notamment au moment de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis en plus des consultations gratuites qui sont organisées déjà par le barreau de Chambéry tous les vendredis soirs et les samedis matins auprès des MJD Chambéry et puis MJD de la maison de justice et du droit de Chambéry et d'Aix-les-Bains. Et puis sous l'impulsion de notre bâtonnier Daniel Cataldi, que vous connaissez bien. Bien sûr, et que l'on salue s'il nous écoute. Exactement. Et des magistrats du pôle vif, justement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, du tribunal judiciaire de Chambéry. Nous allons essayer de mettre en place une permanence d'avocats susceptible d'intervenir en urgence au soutien des victimes des violences intrafamiliales, mais sur le côté civil, JAF, et non plus sur le côté pénal, puisqu'on a déjà cette permanence, puisqu'aujourd'hui on a un nouveau dispositif qui est une ordonnance de protection provisoire de protection. On en parlera plus tard, ça. On en parlera plus tard, voilà, qui nous demande d'intervenir dans des délais beaucoup plus courts. Et je pense justement que les violences maintenant, on va voir qu'elles sont rentrées dans le quotidien, mais justement elles demandent des interventions urgentes. Oui. Parce que il peut y avoir des vies en danger, hein. Alors oui, bien sûr qu'il peut y avoir des vies en danger. Malheureusement, les chiffres nous le montrent tous les jours, qu'il peut y avoir, puisque les violences intrafamiliales, elles peuvent amener à un féminicide, à un infanticide. Et oui, c'est ou même vrai à des blessures graves. Quoi. À des blessures graves, bien sûr. Et c'est vrai que nous, on a vraiment l'impression que, en tant qu'avocat, les vifs sont entrés dans notre quotidien. Ils sont rentrés dans le quotidien. C'est grave ce que vous dites là, mais c'est vrai. Hein, vous le voyez tous les jours. Les violences intrafamiliales sont rentrées dans notre quotidien. Ah oui, je pense. Enfin, alors c'est vrai que nous, en tant qu'avocats, vous le voyez bien. On sait notre quotidien. Voilà, tout à fait. On vit là-dedans. Mais qui aujourd'hui ne connaît pas, je pense, qui ne connaît pas autour de soi une personne qui a été ou qui est victime de violences conjugales ou de violences intrafamiliales quand on parle des mineurs. Je pense qu'il y a peu de personnes aujourd'hui qui peuvent malheureusement se dire moi j'en connais pas. Ouais. Et c'est vrai que les vifs, elles sont entrées dans les violences intrafamiliales dans notre quotidien, mais aussi parce qu'elles nous montrent une autre facette de la famille. De la famille qui est quand même le cocon protecteur. Quoi. C'est la cellule de base. C'est le cocon protecteur par excellence. En tout cas, pour ceux qui ont la chance d'avoir une famille qui évolue normalement, c'est là où normalement on n'a pas peur. Et c'est vrai que on se rend compte aussi quand on discute un petit peu avec l'entourage, avec les gens qui sont proches de nous, que la société change aussi ses comportements. Depuis qu'il y a justement de plus en plus de violences intrafamiliales, on va plus réagir de la même façon quand on a des enfants. Je pense que vous comme moi, en tout cas moi, j'ai grandi dans un petit village. Le mercredi, vous aussi. Le mercredi, j'allais me promener, quand j'avais 12-13 ans, mes parents n'avaient pas peur de savoir où j'étais. Bien sûr. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui... on était sur le vélo du matin au soir. Exactement, moi sur mes patins à roulettes. Tout à fait. Oui, tout à fait. J'aurais bien aimé voir ça. Sandrine de Pavel en patin à roulettes. Exactement. Et c'est vrai que aujourd'hui, je crois pas qu'un parent laisse son enfant... l'esprit tranquille, parce qu'on les laisse bien sûr heureusement faire des choses, faire des activités, mais je crains quand même qu'on ait tous une petite alerte dans notre cerveau qui nous dit attention, on est beaucoup plus vigilant sur les personnes qui vont entourer nos enfants. Et en plus, on n'avait pas de portable pour dire toutes les 30 secondes où on est, quoi. Il n'y avait pas de portable pour dire toutes les 30 secondes où on est. Il n'y avait pas de portable non plus pour entrer en lien avec n'importe qui. Oui, tout à fait. Et je pense qu'on était beaucoup plus protégés quand on n'avait pas, malheureusement, ces téléphones. Tout à fait. C'est l'évolution de la société. Donc, c'est indéniable pour vous et pour tous les praticiens du droit qui travaillent pour
pour soutenir les personnes victimes de violences intrafamiliales, ça augmente tous les jours. Oui, ça augmente. Alors, peut-être pas tous les jours, parce que il y a, on verra sur quelques chiffres. Oui. Je crois que l'année 2024, il y a eu un peu moins de violence que sur 2023. Mais en tout cas, je crois que j'en reviens à cette période du confinement où malheureusement, on a vu des familles dont l'équilibre était déjà fragile. Ce confinement a exacerbé justement les fragilités, les tensions au sein des familles. La proximité entre tous, quoi. La proximité, le fait de devoir vivre ensemble, réapprendre à vivre ensemble. Et puis dans les familles dites sans problème, il y a aussi des personnes qui se sont retrouvées face à des addictions qu'elles cachaient jusqu'à présent à leur entourage. C'est beaucoup plus difficile d'aller assouvir ces addictions ou de les cacher quand on est au quotidien avec son épouse, ses enfants, son compagnon. Ou son époux, voilà, tout à fait, ouais. C'est vraiment quelque chose qui, parce que malheureusement les addictions, l'alcool, la drogue, c'est pas la seule cause, mais c'est une des causes des passages à l'acte en matière de violence. Et puis vous avez des couples qui étaient déjà toxiques avant le confinement et qui là n'ont juste plus été en mesure de supporter leur quotidien à deux, encore moins de supporter leurs enfants et encore moins les enfants de leurs conjoints dans les familles recomposées. On n'avait plus de moyens à cette période-là d'échapper aussi à l'emprise du conjoint. Ou de la conjointe. Ou de la conjointe, bien sûr. On ne stigmatise personne, non, pas plus les hommes que les femmes et pas plus les femmes que Exactement, que les hommes. Moi je défends beaucoup d'hommes aussi. Il y a des hommes qui sont victimes de violences et des femmes. Et c'est vrai que à cette période particulière, il n'y avait plus le moyen d'échapper en allant au travail, en allant à l'école, à cette violence. Et on avait aussi beaucoup moins de moyens de détecter les violences commises, puisque à l'école, une institutrice ou au travail, les collègues de travail qui peuvent constater des blessures, qui peuvent aller signaler des violences qui sont commises, aider une victime à sortir de la violence. Là, on était vraiment confinés et c'est vrai que ça n'a pas forcément aidé les choses. En Savoie. Oui, quelques chiffres, Sandrine, en Savoie, avant que l'on fasse une petite pause. Quelques chiffres en Savoie sur ces violences intrafamiliales, Sandrine Pavet. Alors, en Savoie, le nombre de victimes de violences intrafamiliales a augmenté de 26% en 2020. L'année du confinement. Exactement, ça fait... Déconfinement, justement. Déconfinement, ça faisait 700 victimes. Le tribunal correctionnel de Chambéry, qui a bien voulu me communiquer quelques chiffres, le parquet, a traité 172 affaires de violences intrafamiliales en 2021. Contre 235 en 2023, donc on voit effectivement l'évolution. Tout à fait. 172, 235 en 2023, avec une petite baisse en 2024, puisqu'on a eu que 183 dossiers. Alors là, c'est des dossiers jugés. Ce sont pas les victimes de violence, toutes les victimes de violence, c'est uniquement les dossiers qui sont arrivés et qui ne correspondent pas forcément peut-être à la période encore du confinement. Alors je vois dans vos chiffres, chère Sandrine Pavet, sur par exemple en 2023, 235 affaires de violences intrafamiliales, dont 49 jugements en comparution immédiate. Pourquoi cette comparution immédiate ? Parce que justement il y a l'urgence, tout à fait. Il y a la gravité des faits. Alors la gravité des faits, pas forcément, mais c'est surtout l'urgence. C'est l'urgence. La comparution immédiate, c'est lorsque, aujourd'hui on est lundi, il y a des audiences de comparution immédiate au tribunal de Chambéry. Il y a beaucoup de dossiers de violences conjugales en comparution immédiate, parce qu'en fait, ce sont les violences du week-end. C'est-à-dire que le vendredi, vous avez quelqu'un qui boit, qui supporte pas forcément l'alcool ou qui, comme d'habitude, s'en prend à sa compagne ou son compagnon ou ses enfants, la police va intervenir, la personne va être placée en garde à vue le vendredi soir, elle est gardée dans les locaux de la police ou de la gendarmerie sous le statut de gardée à vue pendant 24 ou 48 heures et elle est présentée au parquet et ensuite jugée en comparution immédiate, c'est-à-dire immédiatement sortie de garde à vue pour répondre des faits qu'elle a commis. Et c'est souvent, malheureusement, ces violences du week-end qu'on retrouve le lundi après-midi en comparution immédiate au tribunal de Chambéry. Voilà, c'est au tribunal de Chambéry. Il y a un juge, les affaires se suivent, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors les avocats interviennent. Ce sont des commis d'office ou? Alors souvent, c'est des avocats qui sont de permanence, qui vont ou pas d'ailleurs, mais en général c'est l'avocat qui intervient en garde à vue.
qui va assister la personne qui est présumée avoir commis des violences, qui va continuer le lundi après-midi la défense, qui va assurer la défense de cette personne en comparution immédiate. Et vous avez donc, je le cite quand même, une association, l'AVIGE, l'association d'aide aux victimes d'infractions, qui est un local dans le tribunal de Chambéry, et qui va justement, avec SOS Avocat, trouver aussi un avocat pour la victime, puisqu'en comparution immédiate, il y a l'auteur qui est jugé, mais aussi il y a la victime qui va se constituer partie civile, et c'est là qu'interviennent aussi les avocats de permanence avec le SOS Avocat de Chambéry. Est-ce que vous pouvez nous dire avant la pause, Sandrine, en vous disant un très très grand merci pour toutes ces informations hyper importantes, et voilà, on espère que peut-être des victimes nous écoutent et donc on leur donne des conseils, et on fera un article de presse avec notre partenaire l'Hebdo des Savoies sur cette belle émission. Quelques chiffres en France. Alors en France, en général, on ne rencontre pas dans les détails. Oui. Entre 2020 et 2021, on a eu plus 16% de violences intrafamiliales de commises. En 2021, on a dénombré 64 300 victimes. 80% étaient mineurs, 59% étaient des femmes. Et en 2023, 82 800 victimes d'infractions, victimes de violences intrafamiliales. Donc on voit malheureusement qu'on est dans une constante augmentation. Tout augmente, hélas. Et c'est vrai que la famille, cette cellule de base que l'on connaît depuis l'Antiquité, on a fait du droit romain avec notre maître Gérard Canéa, bien sûr, auquel je pense toujours très fort quand je présente cette émission. Et c'était déjà la cellule de base sous Rome, et puis même avant, et puis ensuite même pendant tout le droit du Moyen-Âge. On va marquer une pause musicale avec une chanson que vous avez choisie, Santa, chanter le monde, parce que malgré tout, malgré ces violences qui augmentent au sein de nos familles, et on parle que des familles, bien sûr, il faut chanter le monde, hein. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. La Voix du Barreau. Vos droits à la portée de tous avec des avocats. C'est maintenant sur Radio Grand Lac. C'est le retour dans votre émission La Voix du Barreau, une fois par mois, le premier lundi du mois à 13h. Et donc en partenariat, bien sûr, avec l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry. Et je suis toujours avec Maître Sandrine Pavet pour parler des violences intrafamiliales. Et là, pendant la pause, on se remémorait nos années à la faculté de droit de Chambéry, de Jacob Belcombette là-bas, et on se rappelait des grands professeurs de droit que nous avons eus et qui nous ont marqués, quand même parfois pas trop bien, on avait un nom, et puis parfois d'autres en très bien, mais de toute façon on ne les oublie pas. C'est vrai qu'on était en amphi et c'était parfois des cours de théâtre, hein. C'était des comédiens, mais c'est des comédiens qui savaient faire passer tout leur savoir. En tout cas, là nous parlons des violences intrafamiliales. On a parlé dans une première partie, on a vu qu'elles étaient de plus en plus marquantes, qu'elles étaient de plus en plus fréquentes, qu'elles faisaient hélas maintenant partie de notre quotidien. Vous nous avez donné, chère Sandrine, les chiffres en Savoie, les chiffres en France, et maintenant j'aurais envie de vous demander, est-ce qu'il y a différents types de violences intrafamiliales ? Et là, normalement, vous devez me dire oui. Oui. Voilà. J'ai donc bien suivi. Tout à fait, vous avez bien suivi. Donc oui, il y a différents types de violences. Alors il y a les violences psychologiques. Les violences psychologiques, ce sont celles qui sont les plus difficiles à détecter, bien évidemment, puisqu'elles ne laissent pas de traces visibles, en tout cas pas directement à l'extérieur. Une violence psychologique, c'est le fait de rabaisser, d'humilier, d'insulter, de dénigrer, d'ignorer, de culpabiliser quelqu'un de manière répétée au quotidien, au sein même de son foyer. Ce sont des violences donc qui ne laissent pas de traces. Et qui font du mal parce que... Bien sûr. Elles sont sournoises, celles-là. Hein. Elles sont sournoises et puis les conséquences sont graves à long terme, puisque se reconstruire après des violences physiques, quand vous prenez une claque... On n'excuse rien, attention. Non, on n'excuse rien, bien sûr. Il n'y a pas de gradation dans les violences, tout à fait. Mais une victime qui a été rabaissée pendant des années par son conjoint, qui n'a plus aucune estime de soi. Plus confiance en soi, plus d'estime. Plus d'estime.
c'est extrêmement compliqué pour elle déjà de faire le chemin, on en reparlera tout à l'heure si nous avons le temps, d'aller justement déposer plainte parce qu'elle estime qu'elle est quasiment responsable de ce qui lui arrive. Qu'elle le mérite. Alors que lorsqu'il y a des violences physiques, une autre, donc des violences psychologiques et physiques, les violences physiques, ce sont tous les coups, une simple claque, des pincements, un étranglement, un geste violent constituent des violences physiques. Là, c'est plus simple à établir si on a un certificat médical, et pour ça il faut que la victime soit allée effectivement consulter quelqu'un, mais ce sont des violences que l'entourage peut aussi constater, alors que les violences psychologiques, elles ne vont pas forcément être constatées au début. Après, sur le long terme, bien sûr que quelqu'un qui est en dépression, on peut se poser des questions sur ce qu'elle vit chez elle, mais les violences physiques, elles peuvent, comme toutes les autres violences, avoir des conséquences extrêmement graves, et les violences physiques entraîner la mort, les féminicides, les infanticides. On a les violences sexuelles également. Oui, bien sûr, et j'allais y venir, oui, tout à fait. Qui sont une forme extrêmement grave de violence. On a les agressions sexuelles, l'inceste, le viol, l'exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel. Oui, ce n'est pas forcément touché, il n'y a pas forcément de contact, pour une violence, si on a une exhibition. Oui, voilà, ou du harcèlement sexuel. C'est de la violence aussi, oui, attention. Le fait aussi alors on a ces nouveaux moyens technologiques, enfin nouveau, c'est plus tellement nouveau, mais tout ce qui est exploitation de l'image, avec la pornographie. Avec la pornographie, bien entendu. Et puis l'utilisation d'images des jeunes filles qui vont se dénuder en face de leur téléphone et qui vont se retrouver sur des réseaux. C'est aussi une forme de violence. Puis il y a une autre forme de violence dont on parle beaucoup moins. C'est l'économique. C'est la violence économique. Et la violence économique, elle est extrêmement importante parce que c'est vraiment le fait d'empêcher quelqu'un d'accéder à des ressources financières. Et malheureusement, quand on n'a pas de ressources financières, la première chose qu'on se dit, c'est on peut pas partir. J'ai pas les moyens. Oui. L'auteur de violence va contrôler totalement en fait sa victime. Votre vie matérielle, quoi. La vie matérielle. Il y a encore des femmes aujourd'hui qui n'ont pas accès à des cartes bleues, qui n'ont pas accès à leur compte en banque. C'est quelque chose qui n'est pas très souvent dit, mais c'est une des formes les plus régulières, je pense, de violence. C'est la violence économique. On parle pas vraiment assez souvent de cet aspect-là. C'est l'asphyxie financière qui va créer une forme de dépendance et qui est une forme de violence. D'accord. Et alors, il y a une notion de contrôle coercitif aussi, là. Oui. Alors ça, c'est une nouvelle notion qui commence une nouvelle notion. Les tribunaux commencent à s'emparer de cette notion, justement. C'est tout ce que met en œuvre un auteur à l'égard de sa victime pour contrôler tous les périmètres de sa vie. Ça va de la surveillance téléphonique ou traceur dans la voiture. C'est le fait de scruter ses dépenses au quotidien en passant par le dénigrement et le chantage permanent. Et vous avez une cour d'appel à Poitiers où des magistrats, le 31 janvier 2024, viennent de rendre 5 décisions où ils ont intégré pour la première fois ce concept de contrôle coercitif dans leurs arrêts et qu'ils définissent comme une atteinte aux droits humains en ce qu'ils empêchent la victime de jouir de ses droits fondamentaux. Aujourd'hui, c'est vraiment la notion de mettre bout à bout plein de comportements de l'auteur qui, au final, empêchent la personne de vivre, tout simplement, de vivre normalement. C'est-à-dire, on va aujourd'hui, vous pouvez acheter sur Internet des petits traceurs qui sont gros comme une pièce de monnaie que vous jetez dans le sac de votre compagnon le matin quand il part au travail et vous savez exactement où il va. Donc aujourd'hui, il y a des applications aussi pour suivre ses enfants. Alors ça, c'est bien. Mais quand c'est utilisé pour suivre son compagnon dans un but bienveillant, c'est normal. Voilà. Oui. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que vous êtes tranquillement, une femme va tranquillement partir travailler et aller boire un café avec une amie et elle reçoit un message en lui disant est-ce que ton café est bon, parce qu'en fait son compagnon qui normalement ne doit plus l'approcher sait exactement où elle est. Et ça, c'est vrai, c'est une forme de violence et qui commence à émerger, où on commence à prendre en considération l'ensemble de comportements quotidiens qui sont pas forcément des violences physiques ou des violences sexuelles, mais qui nuisent tout autant à la victime.
qui sont une violence aussi. Sandrine Pavet, quelles sont les difficultés rencontrées pour assurer la défense d'une victime de violence intrafamiliale de vif? Oui, alors j'ai voulu effectivement aborder ce point-là parce que c'est quelque chose qui est compliqué. En fait, appréhender une victime de violence, c'est le plus difficile, je pense, dans notre métier, parce qu'on doit l'accompagner dans le processus judiciaire, ça c'est notre travail. Mais au-delà de cet accompagnement, on doit souvent, je vous le disais tout à l'heure, convaincre la victime elle-même qu'elle est une victime. C'est-à-dire que une victime qui subit pendant des années du dénigrement de son compagnon ou de sa compagne va souvent considérer qu'elle est responsable. Que si elle est frappée, que un enfant qui est victime de violence, il va souvent dire bah oui mais c'est parce que j'ai pas été gentil que papa m'a frappé ou que maman m'a frappé. Et c'est vrai que une des difficultés que nous rencontrons, c'est bien souvent de convaincre la personne qui a fait la première démarche, c'est de venir dans le bureau d'un avocat, la convaincre d'aller déposer plainte. Et ensuite, on doit aussi, une fois qu'elle a accepté de déposer plainte, on va devoir anticiper toutes les conséquences que va avoir justement ce dépôt de plainte, parce que parler et dénoncer, c'est à coup sûr faire éclater la sphère familiale avec tout ce que ça comporte pour les enfants. Avec des dommages collatéraux et des dommages irréparables. Tout à fait, puisqu'il va falloir organiser la vie d'une famille, mais séparée. Et puis, vous avez des victimes, je vous le disais déjà un petit peu tout à l'heure, qui se posent tout un tas de questions auxquelles nous devons répondre. J'ai pas de travail, j'ai pas de ressources, c'est lui qui gère les comptes, j'ai même pas de CB ou d'accès au compte bancaire. C'est une personne qui a une certaine aura et qui est très bien insérée dans la vie locale, personne ne va me croire. Voilà, tout à fait. J'ai pas de preuves, j'ai jamais déposé de plainte, j'ai pas de certificat médical, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, à minima, on doit au moins la pousser à saisir le juge aux affaires familiales. Le JAF. Le JAF, qui lui va organiser la vie de cette famille déchirée après certaines violences. Et puis, si bien sûr elle y arrive, d'aller déposer plainte, mais c'est pas toujours un cap qu'elles arrivent à franchir. Alors justement, quand on est victime de violences intrafamiliales, encore une fois, qu'on soit l'homme, qu'on soit la femme, voilà, on ne stigmatise personne. Quelles sont les différentes voies de droit qui nous sont ouvertes? Alors, on a les voies de droit au pénal. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec les comparutions immédiates pour l'auteur lorsqu'il est jugé, la victime, elle doit déposer une plainte. Si l'auteur est interpellé, dans le meilleur des cas, une enquête va être menée et puis le procureur de la République, au terme de l'enquête, va décider ou non de poursuivre l'auteur et de le convoquer devant une juridiction répressive, donc soit en comparution immédiate, soit devant le tribunal correctionnel. Et là, en fait, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, la victime doit se faire assister, elle peut se faire assister par un avocat. Je dis elle doit parce que j'estime effectivement que lorsqu'on est victime de violence, il est difficile de se représenter tout seul devant une audience, et que en étant accompagné par un avocat, on a beaucoup plus de chances de faire entendre sa voix. Et lors de l'audience de jugement, le tribunal correctionnel va pouvoir prendre des mesures qui vont toucher aussi à l'autorité parentale et également au droit de visite et d'hébergement des enfants. À côté de ce volet pénal, il y a le volet du juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales, il va intervenir en parallèle. Il est présent dans chaque département, il est présent dans chaque juridiction. Dans chaque juridiction. Oui, bien sûr, un juge aux affaires familiales. Nous, on en a 2 aujourd'hui à Chambéry. Obtenir une décision devant le juge aux affaires familiales pour faire fixer en fait les modalités d'exercice de l'autorité parentale une fois que il y a eu des violences, qu'elles ont été constatées, que ça a été jugé, ou en attendant une décision, il faut bien organiser la résidence des enfants, les droits de visite et d'hébergement éventuels de l'auteur des violences, et puis faire fixer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, puisqu'on parlait des violences économiques tout à l'heure. Ça passe aussi par le fait, par exemple, de ne jamais payer une pension alimentaire lorsqu'on a été condamné à en payer une. Alors, devant le juge aux affaires familiales, il va y avoir les cas où il y a une urgence et les cas où il n'y a pas d'urgence. Alors, pas d'urgence, c'est toujours très difficile pour les victimes d'entendre que leur situation n'est pas urgente. Oui, mais, tout à fait. Oui. Quand on est victime et qu'on vous dit mais votre situation n'est pas urgente, on peut avoir du mal à le comprendre. Et cependant, en droit ou au vu des faits, c'est totalement vrai. Voilà. Exactement. Un exemple simple, une femme, une victime de violence, pendant des années, elle a subi les coups de son compagnon.
ça s'arrête, ça se transforme en une forme de dénigrement, mais il n'y a plus forcément de violence physique ou les violences psychologiques sont devenues tellement habituelles. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est moins grave. Hein. Non, tout à fait. Il n'y a pas de Tout gradation. à fait. Non, bien sûr, il n'y a aucune gradation dans les violences. Mais vous n'avez pas, en fait, au moment où cette victime vient vous voir, il n'y a pas de certificat médical, il n'y a pas de dépôt de plainte, il y en a jamais eu. Et les dernières violences qui auraient pu laisser des traces sont très anciennes. Mais la personne se dit, je peux plus rester comme ça. Et elle vient vous voir et elle veut saisir le juge. Donc là, vous saisissez le juge, sauf que on va le voir juste après. Quand il y a une urgence, on doit, pour saisir un juge aux affaires familiales en urgence, avec justement l'ordonnance de protection, on doit caractériser la vraisemblance des violences et la vraisemblance du danger. Alors, où on va avoir des violences, on n'a pas forcément la notion de danger, mais de danger immédiat. Donc, quand il n'y a pas d'urgence, on va saisir le juge aux affaires familiales dans le cadre d'un divorce ou hors divorce, mais on n'a pas de date d'audience rapide. Et c'est vrai qu'à Chambéry aujourd'hui, avoir une date d'audience, on est comme partout en France. Bien sûr. On est presque à 9 mois. Et dans le cas d'une urgence vraisemblable et avérée? Alors, lorsqu'on a une vraisemblance des violences et une vraisemblance du danger que court une victime, on va saisir le juge aux affaires familiales en urgence parce qu'on a besoin d'obtenir, par exemple, l'attribution du logement. Quand vous avez des couples qui vivent ensemble, il faut bien à un moment donné qu'on dise à l'auteur des violences de s'en aller pour faire cesser la cohabitation, pour protéger les enfants. On a donc le dispositif de l'ordonnance de protection qui aujourd'hui permet d'obtenir une décision. Alors je schématise, mais dans les 6 jours. Oui. Et depuis peu de temps, on a également une ordonnance. L'OPPI, c'est l'ordonnance. Voilà, l'ordonnance provisoire de protection immédiate qui permet en fait d'obtenir une décision provisoire en 24 heures. D'accord. Alors, justement, quelles sont les conditions? Il est 13h45, je rappelle quand même, nous sommes en direct, encore un petit quart d'heure pour finir ce sujet brûlant et difficile des violences intrafamiliales. Quelles sont les conditions pour être autorisé à demander une ordonnance de protection? Sandrine Pavet, avocate à Chambéry. Alors, pour obtenir justement une ordonnance de protection, on doit d'abord présenter une requête au juge aux affaires familiales qui va lui décider si oui ou non il y a une urgence. Il va nous autoriser en fait à signer pour une audience. Pour pouvoir justifier et obtenir une ordonnance de protection, on va devoir caractériser la vraisemblance des violences. Ce qu'on vient de dire. Exactement, donc par tout moyen, plainte, certificats médicaux, photographies, SMS, courriel. Est-ce que des témoignages de tiers peuvent être utiles et peuvent servir de preuve? Alors, de preuves, non, mais elles peuvent agrémenter votre dossier, bien entendu. Si vous avez le témoignage de 10 voisins qui ont entendu des cris, qui ont entendu ou qui ont, à un moment donné, pu entendre, les enfants ont pu se confier à eux, ça va agrémenter, mais c'est pas forcément une preuve. Voilà, mais c'est un plus. Un élément en plus à notre dossier. Tout à fait. D'accord. Et puis après, il faut caractériser la vraisemblance du danger. C'est ce que je vous disais il y a un instant. C'est peut-être ce qui est le plus difficile à matérialiser, malheureusement, pour les avocats, parce que le danger, il doit être là, présent tout de suite. Et bien souvent, les victimes, elles attendent 1 mois, 2 mois avant de venir vous voir. Et là, le danger, il va plus forcément être caractérisé. Alors, quand il y a la vraisemblance des dangers, on va l'obtenir on va pouvoir le caractériser grâce à plusieurs éléments. Une attestation de suivi psychologique de la victime qui montre que son état de santé psychologique se dégrade parce que on maintient des relations avec l'auteur de violence. Il y a l'absence de remise en cause également de l'auteur, qui est dans le déni le plus total et puis qui le crie haut et fort à tout le monde qu'effectivement il n'est responsable de rien. Le refus de se soigner éventuellement de l'auteur, l'auteur présumé, puisque il n'est pas forcément condamné à ce moment-là, les antécédents judiciaires et puis le non-respect d'interdictions antérieures, puisque une personne peut par exemple être placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'approcher quelqu'un.
et puis elle respecte pas cette interdiction d'approcher. Donc là, ça va caractériser effectivement le danger imminent qui va nous permettre de saisir le juge aux affaires familiales et d'obtenir par la suite une ordonnance de protection. Merci Sandrine Pavet pour cet exposé vraiment très intéressant et bien construit juridiquement. On a l'impression d'avoir un cours magistral en amphi. Ça rappelle plein de choses. Alors, on a parlé des violences envers les personnes majeures, beaucoup là, mais on n'oublie pas les enfants. Non. Bien sûr, qui sont parfois les premières victimes ou qui peuvent être des victimes collatérales quand elles ont vu les parents se disputer, se taper, des violences physiques, quand elles ont vu leur maman ou leur papa triste, parce que ou avec des pleurs. Est-ce que le juge des enfants peut intervenir dans les violences intrafamiliales, Sandrine? Oui, tout à fait. Le juge des enfants... Je savais que vous alliez dire oui. Le juge des enfants, il a une place importante dans le mécanisme de la lutte contre les violences intrafamiliales, puisque le juge des enfants, c'est celui qui intervient lorsque les enfants sont en danger. Et le mécanisme de l'ordonnance de protection qu'on a vu tout à l'heure, qui s'applique aux majeurs, lorsqu'un enfant est victime, seul l'enfant est victime de violences au sein de sa famille, ce dispositif-là ne fonctionne pas. Pour les enfants, il faut qu'il y ait un signalement qui soit fait, c'est le plus souvent le cas. La situation des enfants va être signalée par un instituteur, par un voisin, par un membre de la famille qui s'inquiète, qui va saisir le procureur et faire ce qu'on appelle une information préoccupante, qui sont gérées par la CRIP. La CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Et c'est vrai que le juge des enfants, il va pouvoir déjà... Alors, un enfant, il peut être victime de violence de la part de ses deux parents. Et à ce moment-là, il faut extraire l'enfant parce que personne va aller déposer plainte. Si les deux parents malheureusement frappent un enfant, c'est pas eux qui vont aller déposer plainte. Donc c'est là que justement un signalement extérieur va permettre parfois de sortir cet enfant de ce contexte. Ou lorsque un des parents frappe un enfant et que l'autre par amour, parce qu'il veut pas perdre son compagnon ou ne voit pas les choses, ne va pas dénoncer les faits. Ne va pas le dire. Là, l'enfant, il est en danger. On a un conflit d'intérêts entre l'intérêt de l'enfant, qui n'est pas de rester dans ce climat de violence, et celui des parents. Et c'est là je vous coupe que notamment les services sociaux du département rentrent en ligne de compte avec les foyers d'hébergement et tous les... Lorsqu'un enfant va être placé, voilà, on va extraire l'enfant, effectivement. Ça, c'est les compétences du département. Tout à fait. On va extraire sur décision du juge des enfants qui peut ordonner un placement à l'extérieur de l'enfant. On peut aussi, dans des cas moins graves, désigner un administrateur ad hoc à un enfant pour que ses intérêts, en tout cas en justice par exemple, soient protégés par une personne tiers et non plus par ses parents, puisqu'ils ne sont pas en mesure eux-mêmes d'assurer leur protection. Les enfants sont... quand ils sont placés, on pourrait considérer effectivement que malheureusement c'est une double peine pour eux parce qu'ils sont victimes de violences ou en tout cas témoins de violences et qui vont être placés. Alors l'expérience m'a amené à comprendre que parfois les mesures de placement elles pouvaient être salvatrices pour un enfant. C'est difficile à dire parce que moi je crois en la famille, mais c'est vrai que parfois j'ai des enfants qui m'ont expliqué plus tard que le placement dont ils avaient fait l'objet leur avait peut-être sauvé la vie. Les avait sauvés. Voilà. Alors il y a malheureusement c'est pas toujours le cas parce que les enfants ils vivent pas forcément très bien ces situations, mais lorsqu'on a un contexte de violence extrêmement important, le juge des enfants est extrêmement important dans ce rouage. Alors vous parlez du juge des enfants, vous parlez du JAF, du juge aux affaires familiales et de tous les professionnels du droit qui gèrent justement ces situations délicates et violentes. Est-ce que la parole des enfants victimes est entendue par ces juges ou par vous-même, avocate, comme celle des victimes majeures? Est-ce qu'on n'a pas parfois allez, c'est un enfant, voilà. Alors non, malheureusement, la parole des enfants, elle n'est pas du tout entendue comme celle des majeurs. Enfin, moi, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Oui. Les enfants sont, pour moi, les victimes silencieuses du comportement des adultes. Ils ont très rarement la parole. Les enfants sont rarement pris en compte à leur juste mesure.
vous avez encore jamais vu d'enfants, je crois, sur des plateaux télé aller dénoncer les faits dont ils ont été victimes. Il y a eu des mouvements, bien sûr, de libération de la parole des femmes. On n'a pas encore de mouvement de libération de la parole des enfants. Alors il y a des choses qui sont faites. Tout à l'heure on parlait de la professionnalisation des magistrats, la maison de protection des familles. Tout ça, bien sûr, la gendarmerie, tout à fait, avec des auditions spécifiques pour les enfants. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'avocats, déjà, on n'est pas spécifiquement formés pour recueillir la parole d'un enfant. Moi, je fais du droit, je suis pas psychologue. Ni pédiatre, voilà. Exactement. Et recueillir la parole d'un enfant, c'est très difficile parce qu'il faut déjà qu'elle soit entendue et qu'à un moment donné, quelqu'un se dise, tiens, cet enfant, il a besoin de parler. Un enfant, il va pas aller voir un avocat tout seul, il va pas aller voir déposer une plainte tout seul. Donc c'est vrai qu'il faut que les enfants soient, il faut qu'on soit extrêmement vigilant sur ce qui se passe autour de nous par rapport aux enfants qui nous entourent, pour éventuellement faire des signalements. Alors il faut pas faire n'importe quoi non plus parce que ça peut être dramatique également. Mais c'est vrai qu'un enfant, pour moi, les enfants aujourd'hui sont en plus devenus, à mon sens, de l'arme absolue pour atteindre notre parent. Sûr. Aujourd'hui, vous avez des parents qui se battent. Ils sont au cœur même du conflit. Ils sont au cœur même du conflit, mais c'est même pas pour eux qu'on se bat. C'est-à-dire que l'enfant, il est devenu celui qui va permettre de voir l'autre parent lors des droits de visite et d'hébergement. On appelle ça un passage de bras. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que la maman remet les enfants au père, et le père ou la mère, auteur de violence, va en profiter pour atteindre encore une fois l'autre parent. C'est pas toujours dans l'intérêt des enfants que les parents se battent. En tout cas, devant le juge aux affaires familiales ou devant le juge des enfants, on a souvent, le constat, on peut que faire un constat malheureusement négatif sur la place des enfants aujourd'hui dans notre justice. Moi, je trouve qu'il y a des procédures, il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup de délais, et on n'a pas encore trouvé le moyen d'entendre les enfants quand ils sont victimes. Un enfant, il va expliquer ce qu'il a vécu, mais après. Plusieurs années après. Oui, plusieurs années après, et ça va le traumatiser à vie. Voilà, c'est tout le travail fait par la Civise. Il y a il y a un an à peu près en arrière ou 2 ans, où on a recueilli la parole d'enfants victimes d'agressions sexuelles. Mais la victime, l'enfant sur le coup qui est victime de violence, si personne ne le voit, personne ne lui demandera de s'exprimer, et surtout pas l'auteur des violences. Sandrine Pavet, avocate à Chambéry, merci pour cet exposé encore une fois, pour cette émission La Voix du Barreau. Donc vous êtes avocate depuis 2005. Vous traitez de ces affaires de violences intrafamiliales depuis quand? Depuis combien d'années? Depuis toujours. Moi j'ai toujours été... oui, depuis le début... J'interviens en matière familiale, et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir orienter mon activité vers ce qui me plaît. Vous êtes une maman? Une belle-mère. Voilà, d'accord. Donc, et puis vous apportez une grande importance à la famille. Vous avez dû défendre des cas parfois graves, parfois importants. On ne rentrera pas dessus, bien sûr. Est-ce que, selon vous, un conjoint ou une conjointe violent peut-il être un bon parent? Un conjoint violent doit-il continuer à voir ses enfants s'il y a eu des violences sur les enfants? Alors c'est une question extrêmement importante. Alors pour moi, je pense qu'il faut absolument pas généraliser les situations. Et moi c'est comme ça que j'exerce mon activité. C'est toujours en essayant de me mettre à la place de l'enfant, et du point de vue, et du seul point de vue de l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'il est de l'intérêt de l'enfant de continuer à avoir un parent qui a pu être violent vis-à-vis de son conjoint? Alors il est clair que quand l'enfant est victime directe des violences, le débat il se pose même plus. Par contre, lorsque l'enfant assiste à des violences sur l'autre conjoint, est-ce que, c'est la grande question, mais on se la pose aujourd'hui sur les plateaux télé, où on distingue dans le 7e art l'homme de l'artiste, est-ce qu'on distingue l'homme du père? Le bourreau du père, quoi. Là. Le bourreau du père, c'est une question importante. Moi, j'essaye de pas généraliser, en tout cas, de voir les choses comme ça, mais il y a quand même une tendance de plus en plus importante à considérer qu'un conjoint violent peut difficilement être considéré comme un bon parent. Et on a une loi, la loi Santiago du 18 mars 2024 qui vient confirmer cette tendance. Voilà. Qui va confirmer cette tendance. Vient confirmer cette tendance en permettant au juge pénal et au juge civil, au JAF,
de prononcer des retraits d'autorité parentale ou d'exercice de l'autorité parentale aux parents violents. Donc on anticipe sur le fait qu'un auteur de violence ne peut pas être un bon parent. Un bon parent. Nous arrivons au terme de cette émission en collaboration avec les avocats l'ordre des avocats du barreau de Chambéry. S'il y avait un conseil à donner, peut-être le conseil à celles et ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui sont victimes de violences ou celles et ceux qui connaissent des violences qui se passent et qui n'ont pas encore parlé parce qu'on ne s'occupe pas des affaires des autres, comme disait Pagnol, ça ne rapporte jamais de s'occuper des affaires des autres, mais parfois on a l'obligation de dénoncer des faits délictueux. Je suis au courant qu'il y a des violences dans telle famille, je suis victime de violences, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques. Qu'est-ce que je dois faire dans les deux cas? Alors, en quelques mots. En quelques mots, je dirais qu'il faut être très prudent, mais que malheureusement il faut faire quelque chose. Il faut le principe de précaution, je pense, veut que l'on appelle au minimum le 119 ou le 3919, je crois, pour les victimes de violences. On trouve ça 119 sur Internet. Oui, tout à fait. Facilement. Le 119, c'est pour les enfants et l'autre numéro pour les victimes de violences. Il faut appeler, il faut dénoncer, il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que porter des accusations, ça peut être très grave. Mais le fait de se taire, rester neutre. Mais par contre, il y a des professionnels. Un enfant, il voit forcément une maîtresse, il voit un médecin. Faire en sorte qu'effectivement les signalements se fassent, mais se fassent sur des éléments quand même un petit peu concrets. Mais je pense qu'il faut pas garder les choses pour soi, et surtout aux victimes de violences intrafamiliales, de leur dire qu'il y a toujours des solutions. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Il y a des solutions. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent intervenir. Et je pense qu'effectivement, il faut commencer par faire confiance dans l'institution judiciaire, aller déposer plainte, aller voir un avocat, aller voir une association d'aide aux victimes pour effectivement que ces violences, elles cessent. Ces violences cessent parce que c'est votre santé qui est en jeu et c'est votre vie. Tout à fait. Qui est en jeu. Et n'importe qui que vous soyez, vous n'avez pas le droit, vous ne méritez pas d'être victime de violences intrafamiliales. Surtout pas. Merci Sandrine Pavet pour votre venue en direct dans nos studios. Merci pour ce brillant exposé sur les violences intrafamiliales. La prochaine émission de La Voix du Barreau aura lieu le 7 avril. On verra sur quel domaine nous en parler. Je crois que vous nous avez dit, ce sera une ou un de vos confrères ou une de vos consoeurs qui viendra et on parlera plus de la banque, je crois. Je crois. Voilà, écoutez, on découvrira ça le 7 avril. En tout cas, il est 14h, nous allons rendre l'antenne en disant encore un très grand merci à maître Sandrine Pavet. Je rappelle qu'à 17h, c'est Sonia avec Grandiose. Et à 18h, c'est Ève avec C'est local et c'est bon. On va parler un peu de sucré ce soir, je crois, c'est pas mal. Bon après-midi à toutes et à tous. Bon après-midi Sandrine Pavet et merci encore pour votre venue. Merci à vous. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac.